Bonjour maître. Bonjour Alice. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on parle des systèmes intelligents de conduite automobile et de mobilité. Déjà, qu'entend-on par système intelligent de conduite et de mobilité? Merci beaucoup. Je vais dire c'est un nouveau mot, mais ça fait pratiquement une dizaine d'années qu'on en parle. On parle plutôt de système intelligent de transport. Donc, c'est l'association des nouvelles technologies de l'information et de la communication à l'offre des services de transport et de circulation, mais surtout à l'offre des services de la gestion même, de la sécurité routière. Je vais dire, il y a depuis longtemps, on a la technologie dans les voitures, on a des véhicules très électroniques, mais depuis une dizaine d'années, on essaie de faire en sorte que la voiture communique avec soit l'usager, avec le conducteur, avec d'autres appareils. Donc cette étape-là, où on ajoute en quelque sorte une intelligence au système de conduite, a créé un concept qu'on appelle aujourd'hui le système intelligent de transport. Alors, quelle est la différence fondamentale entre conduite automobile et mobilité? Oui, la conduite automobile va être le déplacement au moyen d'un véhicule automoteur qui se déplace seul. On a la voiture et des deux roues motorisées. Quand on parle d'automobile, c'est à là qu'on fait allusion. Mais avec le système intelligent de transport, il faut voir l'environnement dans lequel l'automobiliste va circuler. On parlera des mobilités urbaines. Donc, on va analyser tous les besoins de déplacement des personnes dans la ville, dans un espace donné, les besoins de se déplacer pour aller au travail, à un lieu de loisir. Et on va voir comment les hommes y satisfont pour permettre au système intelligent de transport de tenir compte de tous ces besoins. On va avoir aujourd'hui des vélos moteurs connectés. On va même avoir des skateboarders. On a beaucoup d'acteurs maintenant qui circulent. Donc on dit, bon, il ne faut pas voir la circulation sur la route par l'automobilisme, il faut le voir de façon plus globale, comment toute personne se déplace. On a tendance à parler de mobilité urbaine, ce qui permet facilement de comprendre les systèmes intelligents de transport. Très bien, on va y revenir en essayant de disséquer, on va dire, les infrastructures même qui demandent cette disposition. Alors, ces systèmes intelligents, ils sont prévus ici et réglementés par le Code de la route en Côte d'Ivoire? C'est assez récent et on n'est pas vraiment outillé juridiquement pour faire face. C'est maintenant qu'on commence, on est à nos débuts. Donc notre code à l'état actuel ne prévoit pas de dispositions sur le système intelligent de transport en tant que tel. Bah, on n'a pas vraiment besoin pour le moment de le prévoir puisque comme je l'ai dit, c'est des aides technologiques, ce n'est pas vraiment des éléments qui influencent la conduite, la circulation, c'est pour aider. Mais on a des politiques qui sont en cours et ces politiques-là ont commencé à prendre quelques législations. Donc, pour la mise en place de la vidéosurveillance, on a vu, il y a des tests qui ont commencé à être pris. Il y a pour la mise en place de tout ce qui va être gestion des systèmes d'accident aussi, on a des tests qui sont pris. On a des concessions qui sont en train d'être passées avec des acteurs. Donc, très prochainement, on va forcément avoir une mise à jour de notre législation là-dessus. Alors, on a des prémices d'installation de cette technologie, mais ici en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut quand même parler d'existence de transport intelligent? Oui, je vais le dire, on est quand même assez avancé en Côte d'Ivoire par rapport à d'autres acteurs de la sous-région. On est très avancé dessus. On a même une association ivoirienne des transports intelligents. On a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués avec le ministère des Transports en premier lieu. On a quand même beaucoup je vais dire, l'exemple que je donne le plus, c'est l'exemple des péages automatiques. Le paiement automatique du péage, c'est un système intelligent de transport. Vous avez une carte intégrée, une carte embarquée qui va faire la corrélation entre votre carte qui a payé les frais de péage, qui va faire la corrélation entre la présence de la voiture au moment donné, lever la barrière, passer, fermer. Tout ça fait partie du système intelligent. Donc on a déjà des éléments qui sont en bonne voie. On a déjà aussi plein je vais dire, des caméras qu'on a mis là qui doivent communiquer avec des systèmes au contrôle technique pour pouvoir verbaliser des contrevenants. Donc je veux dire, on a déjà des éléments qui sont en place, mais c'est le début de nos politiques. Ça fait 2 ans qu'on en parle, 2 ou 3 ans qu'on en parle, mais on est quand même bien avancé par rapport à d'autres acteurs de la sous-région. Alors, dans ce bel élan d'installation, qu'est-ce qu'on pourrait faire davantage pour pouvoir utiliser effectivement ces systèmes intelligents de conduite et de mobilité? Oui, il y a quand même de gros défis. Le défi, c'est le défi technologique. La technologie évolue très vite et des fois, c'est très coûteux. Des fois, c'est des phases expérimentales. Donc, on est toujours en train de travailler dessus. Mais il y a aussi tout ce qui va être lié à cette mise en application de la réglementation. Je vais dire, la vidéo-verbalisation était quasiment prête. On a dû le suspendre parce qu'il fallait faire des mises à jour avec la réglementation. Donc, je pense qu'on y travaille. Je pense aussi qu'il y a tout ce qui va être lié à l'éducation des usagers de la route en matière de systèmes intelligents de transport. Là, on est un peu en retard. C'est maintenant qu'on en parle. Nous-mêmes, on essaie de comprendre, de découvrir un peu. Mais on va l'intégrer soit à la formation, on va l'intégrer soit à des sensibilisations qui arrivent. Mais il y a beaucoup à faire pour vraiment favoriser l'appropriation des usagers de la route ou des populations de ces systèmes intelligents de transport.
Alors, dans cette projection-là, qu'est-ce qui pourrait véritablement changer dans la réglementation et l'apprentissage au code de la route, par exemple, et en tenant compte aussi des systèmes intelligents? Oui, c'est vrai que ça, c'est aussi un gros défi parce que les systèmes intelligents des transports vont mettre à rude épreuve notre réglementation à l'état actuel. Même dans le mode d'apprentissage et le contenu même de la formation, il va falloir se mettre à jour. La technologie va plus vite que la réglementation. Il va falloir faire en sorte que toutes les formations puissent être mises à jour régulièrement. Il va falloir aussi s'assurer que le contenu correspond. Il y a des dispositions clés qui vont peut-être être compromises. Par exemple, le code de la route s'appuie sur une disposition clé qui dit que le conducteur doit toujours avoir la maîtrise de son véhicule. Mais quand on a une voiture connectée qui est intelligente, qui se maîtrise elle-même, quelle est ma relation? Qu'est-ce que je le fais? Est-ce que je vais apprendre tous les panneaux par cœur en sachant que ma voiture a un capteur qui permet d'imaginer ou bien de reconnaître une signalisation? Donc il faut vraiment repenser cette formation-là pour que l'homme reste toujours au cœur même de la sécurité routière. Et puis il va avoir tout ce qui va être lié à l'analyse des données après. Parce que c'est ça, l'accident qui s'est produit, comment on dégage la responsabilité de l'usager. Donc tous ces éléments-là font que, bien évidemment, il va falloir modifier la façon d'enseigner le code de la route, il va falloir modifier la façon de réglementer la circulation routière. Il y a des feux qui vont être intelligents. Il va décider de faire passer des gens en fonction de la fluidité, en fonction de l'affluence des véhicules, là où un policier peut juste superviser. Donc il y a tellement de choses à voir, à mettre à jour que, bon, on va nécessairement mettre à jour notre code de la route. Généralement, hein, et ce qu'on voit, c'est que l'intégration de nouvelles technologies, de nouvelles technicités est faite pour pouvoir apporter une valeur ajoutée à l'utilisation d'un secteur ou d'un autre. Alors, qu'est-ce que cela nous apporterait véritablement? On est parti du principe que 90% des accidents sont dus à des facteurs humains. D'accord? Et c'est des facteurs humains pour lesquels on a beau faire de l'éducation, on a beau faire de l'enseignement, on n'arrive pas toujours à corriger. Il y a une certaine fiabilité du système informatique qu'on veut mettre en avant. Donc on veut vraiment, je n'ai pas dit décupler les capacités humaines, mais on veut essayer de seconder l'homme sur des éléments habituels qu'il a tendance à négliger. Donc à l'époque, on avait des limitateurs de vitesse dans le véhicule. Aujourd'hui, on va dire aux limitateurs de vitesse que si la personne dépasse, il faut lui dire qu'il dépasse. Donc la voiture va communiquer avec vous pour dire « Ah, vous avez dépassé la vitesse ». On va même mettre en place des systèmes embarqués qui vont réduire automatiquement la vitesse, même si le conducteur ne le veut pas. Donc on va essayer de ramener l'homme dans sa logique de conduite sûre, conduite responsable. Donc ça ne vient pas pour remplacer l'homme en quelque sorte, mais ça vient pour l'aider, s'il est conscient que c'est là pour l'aider. Et ça vient pour le rappeler à l'ordre chaque fois qu'il essaie de faire un peu de zèle. Voilà. Alors, dans cet état de fait-là, comment véritablement baliser? Parce qu'on est tous de même en face d'une machine. Ça, c'est vraiment le vrai problème. On est en face d'une machine et c'est ce qui fait que le système tarde à se développer, à se déployer parce qu'on n'arrive pas encore à dégager la responsabilité de la machine par rapport à l'homme. C'est les scientifiques qui essaient de nous rassurer. On a démontré que depuis que ces systèmes sont expérimentés un peu partout en Occident, aux États-Unis, au Japon, on s'est rendu compte qu'il y a quand même assez de sécurité. Je me rappelle très bien qu'il y a eu un accident qui a causé la mort d'une personne avec le véhicule d'un opérateur. Et les scientifiques sont penchés sur la question, ils se sont rendus compte que même un homme en cette position-là aurait commis l'accident et aurait peut-être commis un accident beaucoup plus grave. Donc on essaie de nous rassurer pour nous dire que la machine n'a pas la capacité de décision, n'a pas la capacité d'autonomie de l'homme, mais elle est suffisamment sûre. Donc on va essayer de faire confiance à la technologie. D'ailleurs, depuis un moment, on fait confiance à la technologie. Mais je pense qu'on est sur une bonne voie, puisque l'avantage avec le système intelligent, c'est qu'il y a un système d'auto-apprentissage de la machine. La machine est capable de reconnaître ses erreurs et de définir de nouvelles formules pour s'améliorer. Ça, c'est le point fort du système intelligent. Ce n'est pas l'ordinateur simple, c'est un système qui est couplé à l'intelligence artificielle parfois et qui se met à réfléchir un peu comme un homme et qui essaie de s'adapter. Donc, au fur et à mesure de ses erreurs, de ses bavures, on va essayer de s'autocorriger. Alors tout ceci fait appel bien sûr à l'intelligence de l'automobile même et de son évolution. Oui. Pourrait-on dire qu'au niveau général, global, mondial, on a des avancées significatives? Et puis qu'en est-on de notre situation ici en Côte d'Ivoire? Je pense qu'on a des avancées significatives aussi en Côte d'Ivoire. Je pense que moi, quand je regarde un peu les politiques proposées par le gouvernement, je crois qu'il y a un mois à peine, un mois et demi, le gouvernement venait de signer une concession avec une entreprise de la place pour déployer toute une batterie de systèmes de transport intelligents. Je pense qu'on a beaucoup avancé en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit. Je sais que ces opérateurs-là, dans la presse, ils nous rassurent qu'ils sont à fin prêt.
et que là, peut-être qu'il faut juste améliorer le cadre institutionnel pour commencer. Mais je pense qu'on a beaucoup avancé en Côte d'Ivoire. Je sais qu'avec le nouveau schéma des permis à points, on va forcément déployer une batterie de systèmes intelligents derrière pour pouvoir contrôler, pour pouvoir sanctionner, pour pouvoir s'assurer que ça marche. On a aussi des systèmes intelligents de gestion, mais tout ce qui va être délivrance des titres de transport. Donc je pense qu'on est quand même en bonne voie. Je pense qu'on a quand même de gros acquis. C'est vrai que ça fait 2 ou 3 ans qu'on en parle, mais il y a 1 mois, on a donné un coup de fouet. Et le gouvernement a fait des promesses assez importantes, assez grandes pour dire que très très bientôt, on passera à la mise en œuvre des systèmes intelligents. Et on est dans un schéma de gestion harmonisée, de gestion globale. Donc quand on va sortir notre système, on va répondre à plusieurs besoins de systèmes de transport intelligents à la fois. Donc ça, c'est un bon point à soulever. Alors, c'est sûr que tout ceci a une corrélation entre les différentes intégrations à faire entre les différents pays. Il y a certains pays qui sont bien en avance. On a entendu parler de voitures volantes sous d'autres cieux. D'autres cieux, exactement, des voitures volantes sous d'autres cieux. On a beaucoup parlé des voitures volantes, mais là, je pense qu'on est encore très loin dans le futur à voir. Mais aujourd'hui, on est... Chez nous, ici, ou parce qu'ailleurs, ça commence à être utilisé. Ça commence à être utilisé, mais en échantillonnage, parce que le risque, il est grand. Parce que là, on va vraiment mettre tout le système de la circulation à rude épreuve, parce qu'il y a 2 modes de transport, le mode de transport aérien et le mode de transport terrestre. Donc il y a tout ça. Je pense que pour le moment, c'est juste pour titiller un peu les acteurs, pour montrer un peu le devenir du système intelligent de transport et puis encourager les gens à développer le système de transport peut-être terrestre. Mais c'est très intéressant de le voir que la voiture peut voler, elle va changer de format. C'est ce que je disais, il va falloir mettre notre code de la route à jour. À quel moment il devient conducteur, à quel moment il devient pilote. Il faut falloir régler cette question-là au fur et à mesure. Les échangeurs aériens. Exactement. Mais c'est pour attirer l'attention des autorités sur le fait qu'il faut nécessairement encourager le développement des systèmes intelligents de transport. Il faut le encourager. Aujourd'hui, on est prêt, on est convaincu qu'une voiture peut faire 500 km seule, sans conducteur ni rien. Et ça existe. Il y a plein de véhicules, de transport terrestre. Et c'est le devenir. C'est là qu'on veut arriver. Pour éviter qu'il y ait beaucoup de voitures volantes et qu'on n'arrive pas à contrôler, on veut arriver à faire en sorte qu'il y ait un gros bus bien confortable, qui se conduit seul, sans chauffeur, qui est assez responsable. Et donc, ça, il faut arriver à faire du lobbying auprès de plusieurs acteurs. Et pour leur faire comprendre notre capacité à le faire, on leur montre qu'une voiture peut voler. Donc, si une voiture peut voler, pourquoi ne pas la laisser rouler seule sur une voie bien quadrillée, bien sécurisée? C'est un peu là qu'on veut arriver. Mais bon, c'est des gros défis. Ce qui est intéressant avec la technologie, c'est que ça fait rêver. Et puis, bon, au fil des rêves, on voit des ingénieurs qui se mettent à pied d'œuvre pour relever des défis. Exactement. Et dans cet état de fait, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une conscience collective à éduquer, parce que ce n'est pas très évident de monter à bord d'un bus qui n'a pas de chauffeur. Ah oui, c'est quand même assez effrayant. C'est quand même assez effrayant par rapport à l'habitude qu'on a. Mais des fois, il faut le dire que des fois, quand vous êtes à l'arrière du bus, vous ne savez pas dans quel état le chauffeur est. Donc, il faut vraiment aussi vous habituer à cela. Le robot est mieux que le chauffeur, finalement, quoi. On a beaucoup de choses. C'est que on dira c'est la même chose qu'on pourra répondre, mais quand vous êtes dans l'avion, qu'il y a le pilotage automatique, vous avez confiance, c'est pareil. Le pilote est toujours là quand même. Mais la question est intéressante parce qu'il faut arriver à créer cette corrélation permanente entre le conducteur personne humaine et le conducteur système intelligent de transport. Je pense que les pays qui ont commencé à exploiter le système de transport intelligent où les voitures sont autonomes, on essaie de faire en sorte qu'il y ait toujours la place du conducteur. On ne doit pas le supprimer, il doit être toujours assis à sa place, même si il peut se permettre certains écarts, mais il doit être toujours installé et être capable de prendre la main automatiquement, parce que c'est ça le défi qu'il faut relever. Mais bon, à comment le robot te dira qu'il n'est pas en forme et puis tu vas prendre la main, ça c'est vraiment un travail. Donc comme je disais tout à l'heure, dans la formation, on va peut-être nous apprendre à reconnaître les défaillances du système et puis permettre à l'homme de prendre la main rapidement. Voilà. Alors, en tout cas, on rêve dans la prospective d'avoir ce genre de technologie là, ici, sous nos cieux. Ouais. Vous avez parlé d'inadéquation entre l'évolution des législations même et l'évolution de la technologie. Qu'est-ce qui crée ce gros gap-là, cette avancée à 2 vitesses? C'est vrai que la technologie va très, très, très vite. Ça, on s'est rendu compte très, très vite. Là où les lois doivent passer par plusieurs processus. D'abord, même le processus, avant d'arriver chez nos députés, qui doivent cesser de comprendre, il y a le processus de est-ce que la machine est-ce que le système proposé, il est, comme vous avez dit tout à l'heure, adapté à la situation sociale dans laquelle on se trouve. Donc, il va falloir faire cette étude-là. Et là, il y a beaucoup de prototypes qui sortent, mais qui sont en phase expérimentale. Faut-il réglementer juste le code de la route alors que ce sont des essais? Donc, on n'est vraiment pas sûr du devenir, mais je pense qu'on essaie de se mettre à niveau. Ce n'est pas propre à l'Afrique. Je pense que la réglementation qui a le plus avancé, c'est en Europe.
Je sais qu'il y a une directive de l'Union européenne, mais ça date à peine de 2010, qui n'a pas encore été implémentée partout, puisqu'on veut vraiment comprendre, on veut vraiment savoir si ça va substituer la responsabilité du conducteur. Et puis, comme je le disais aussi à l'instant, le principe du droit, c'est le principe de la responsabilité. Quand il y a un accident, on cherche à savoir qui est responsable derrière. Et la législation actuellement n'a rien prévu pour vous, tout ce qui va être la robotique, quelle est la responsabilité de la robotique, on découvre maintenant. Donc on a du mal à vraiment, on hésite nous-mêmes, on ne comprend pas, on apprend, on découvre. Et au fur et à mesure qu'on va découvrir, on va tirer les leçons, au fur et à mesure, on va essayer de faire avancer notre législation. Alors c'est vrai que toute marche pérenne commence par une genèse. Ici, on peut dire qu'on peut commencer par où? On entend parler des fois de véhicules hybrides. Est-ce qu'on peut quand même se permettre déjà ce genre de technologie là sous nos cieux? Oui, pour un démarrage? il y a beaucoup d'outils embarqués dans nos véhicules. Les véhicules qui sont depuis 2015 sont quasiment des véhicules avec des systèmes intelligents de transport. Peut-être que les usagers ne savent même pas qu'ils ont des véhicules super intelligents qui peuvent les aider. Ils ne voient pas ça. Par exemple, il y a un système qui est dans presque toutes les voitures de nouvelle génération, c'est les e-call en cas d'accident. C'est-à-dire aujourd'hui, en cas d'accident, à l'époque, quand on apprenait le code de la route, en cas d'accident, les bornes, on nous apprenait à reconnaître les bornes par cœur pour pouvoir signaler l'accident, pour dire je suis à telle borne kilométrique pour que les pompiers arrivent à temps. Aujourd'hui, la voiture va donner la localisation exacte de l'accident. La voiture est capable de dire que si, en cas d'accident, s'il y a des personnes vivantes, des personnes blessées, elle est capable de dire tout ça à un service de secours qui va se préparer en fonction. On a des véhicules embarqués, des véhicules connectés qui sont aujourd'hui. On a des véhicules aujourd'hui avec des applications qui vous permettent de savoir si la voiture est verrouillée, est fermée. Aujourd'hui, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a plein. Donc, je veux dire qu'on en avance. Peut-être qu'on ne sait pas qu'on les a. On a des systèmes de gestion intelligents des parcs automobiles. On a des entreprises qui sont capables de savoir où se trouve la voiture à un moment donné, de demander à la voiture de s'arrêter s'il estime que la personne va au-delà des vitesses réglementées. Donc, on a ça. Il y a en Côte d'Ivoire, on est suffisamment avancé. Et au niveau de la politique nationale, on a tout ce qui va être vidéo-verbalisation. On n'a pas encore mis en œuvre parce qu'on essaie de finir les expérimentations, mais je pense qu'on est suffisamment prêt, puisqu'on a vu les centres de contrôle pour dire que tel véhicule, un an après, voici ce qu'elle a fait, voici les conséquences qu'on en tire. On a beaucoup avancé dessus, je pense. Il faut juste qu'on prenne le temps d'observer très méticuleusement nos voitures, nos systèmes, et puis essayer de s'adapter à cette nouvelle génération de voitures. Alors, au regard de tout ce que vous venez de nous dire, on voit pertinemment les avantages que sont les systèmes intelligents de conduite automobile et de mobilité. Mais quand on fait l'état des lieux, ici, quand on jette seulement un petit regard sur notre flotte automobile, à quand véritablement le changement? Oui, ça c'est vrai, c'est le gros défi aussi, parce qu'on a un parc automobile très, très vieillissant. Je n'allais pas dire à la mode, parce que là, on est très vieillissant. Et surtout, on a aussi une équipe de maintenanciers qui ignore moins. J'ai vu un cas où le système ABS qu'on connaît tous, qui est une aide à la conduite que tout le monde connaît. Beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas comment ça fonctionne, comment ça marche. Mais le système ABS aujourd'hui, dans le système intelligent, il est capable de réfléchir, de permettre l'arrêt automatique de la voiture. Le mécanicien, quand il a fini, on lui dit que le système ABS signale sur le tableau de bord. Il vient, il estime qu'il a réparé le système ABS. On dit quoi? Il a enlevé le capteur. Il dit, mais c'est pas grave, le capteur, ça ne sert à rien. Parce que lui, il n'a pas conscience de l'information dont le conducteur a besoin. Et il enlève le capteur parce que la voiture freine. Donc, on a aussi nos maintenanciers, nos entretiens automobiles qu'il faut prendre en compte pour qu'on intègre cette notion de système intelligent de transport. Parce que c'est ça, il faut vraiment faire cette éducation-là. Et c'est ce qui nous manque. Il faut aussi apprendre aux chauffeurs à écouter cette voiture. Avant, on écoutait le moteur pour savoir si elle se portait bien. Maintenant, on va écouter le tableau de bord, on va écouter même la boîte noire. Il y a des voitures qui ont des boîtes noires. La voiture peut te dire en cas de panne, qu'est-ce qui l'a fait souffrir. Donc, il faut apprendre à écouter sa voiture parce qu'elle est devenue intelligente, elle a des systèmes embarqués. Et en corrélation avec sa voiture, nos smartphones nous permettent vraiment de communiquer avec nos voitures. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut être. Il faut commencer à apprendre à connaître notre voiture. Il ne faut pas jeter la notice. Et bien évidemment, quand on a un système où on a limité l'âge d'importation des véhicules, quand on veut acheter, il y a beaucoup de mécanismes mis en place. Peut-être qu'on en parlera sur le budget automobile. Il y a des crédits bas, il y a des voitures. Il faut penser à acheter des voitures neuves parce que forcément, elle a plus de valeur ajoutée que la vieille voiture qu'on a. Autant on va la remplacer, autant on va la bichonner, mais bon, elle ne pourra pas tenir le coup. Merci infiniment, Monsieur Paul Arnaud Ecou, pour cet échange futuriste sur le système automobile.